tout de suite. Le journal. Merci de nous choisir pour vous informer des légumes en feuilles de plus en plus rares sur le marché de Kolwezi. Conséquence, hausse du prix sur presque tous les points de négoce de la ville ces derniers temps. Des spécialistes expliquent les causes de cette rareté. Entre 300 et 500 francs congolais, prix de bottes de légumes au marché central de Manika. Il a pris de l'ascension depuis un mois. Pourtant, ces légumes feuilles coûtaient 2 fois moins. Les légumes viennent d'ailleurs, notamment de Fongourou, Likasi, Kasumbalesa. Ici, on ne cultive pas. Et ce n'est pas nous qui sommes à la base de la hausse des prix. Et ce sont les cultivateurs qui nous vendent 5 bottes à 2000 francs et nous vendons une botte à 500 francs. Ce n'est pas de notre faute. Juillet fait parler de la saison C propice aux cultures maraîchères. À Kolwezi, les repas se font accompagner des légumes. Les causes de cette rareté sont légion. Il y a carence de la production. Ça, c'est le premier élément. Et cette carence est due à 2 facteurs. Le premier facteur, c'est le facteur hydrique. Alors, les plantes poussent avec la présence de l'eau pour qu'il y ait croissance et développement des végétaux. Alors, du fait que pendant cette saison, il y a carence d'eau dans les sols, alors il y a cette souffrance, raison pour laquelle il y a carence de légumes. Deuxièmement, les plantes qu'on essaie de cultiver pendant cette période, ce sont des plantes de climat tempéré, notamment telles que les choux de Chine, et tous les choux en général, choux de Chine, choux pommins. Ce sont des plantes de climat tempéré qui n'essaient que de s'adapter pendant cette période où il fait terriblement froid. Alors, pour que, n'est-ce pas, les agriculteurs puissent parvenir à répondre, à produire ces plantes de climat tempéré, ça nécessite les arrosages. Et pour arroser, alors à ce moment-là, ça demande une main-d'œuvre, ça demande un peu d'argent, les coûts essaient d'augmenter. Cette cherté a une conséquence sur l'assiette des consommateurs. Le marchand pense que les prix peuvent baisser en août, mais la réalité des maraîchers ne pousse pas à le croire. Pas interdit, le kaolin appelé Binkalabwe en Swahili se vend dans les marchés de Kolwezi. Cette argile blanche nourrit des familles et les femmes, surtout celles enceintes, sont des potentielles clientes. Pourtant, le kaolin est un danger pour la santé. Alphonse Nekwa. Sur un étal au marché central de Kolwezi, Jackie Moussaou vend des épices et autres denrées alimentaires. Mais elle ne manque jamais le kaolin, Binkalabwe en Swahili. C'est un pactole pour elle. Je le vends parce qu'il est rémunérateur. Je gagne 2 fois plus. Jackie s'approvisionne dans le même marché sur une autre avenue, Nsoko. Cette argile provient de Lubumbashi et du Kasaï. Les femmes raffolent de ça. Nous le consommons comme ceux qui mangent les biscuits, les beignets. C'est une vie comme celle des fumeurs. Elle le dit en d'autres mots. Les spécialistes en santé savent le désigner. Posez même la question si vous voulez investiguer aux mamans qui en consomment, ils vous diront que chaque fois qu'on en consomme, on a toujours envie d'en consommer davantage. Vous voyez? Et avec ça, on a plutôt remarqué que c'est les femmes qui avaient un problème de comportement déjà. Donc, une petite difficulté sur le plan comportemental. Ce sont ces femmes-là qui affichaient, n'est-ce pas, cet attachement à la consommation du kaolin. Ce produit qui vient des roches sédimentaires est pourtant un danger. Même ceux qui le vendent le savent. Le kaolin cause des vers intestinaux. Les maladies que la consommation du kaolin cause sont légion.
ça peut occasionner facilement des constipations. Et quand ça peut occasionner des constipations, vous voyez, c'est que ça cause un problème. Des indigestions sont là, parce qu'en consommant du kaolin, ça peut se déposer dans les anses et créer des obstructions, des occlusions intestinales. Le kaolin, sur le plan absorption, sur le plan de l'organisme, le kaolin est en train de priver l'organisme de beaucoup des éléments, mais en fait des éléments nutritifs. Le zinc notamment, qui joue un rôle dans la prévention, en fait dans la lutte contre les infections par l'organisme, et surtout le fer. Le fer, c'est quelque chose, c'est là que nous insistons, nous disons que le kaolin est un chélateur, comme on l'appelle. Un chélateur, ça veut dire qu'il empêche l'absorption du fer. Et là, nous verrons qu'on insister surtout chez les femmes enceintes. C'est déconseillé, parce que ce kaolin est en train de créer une autre forme d'anémie. Sur le plan grossesse, le kaolin peut causer des menaces d'avortement, le kaolin peut causer des avortements, le kaolin peut causer des malformations chez le nouveau-né. Entre lutte pour la survie et dangerosité, les femmes ont un choix, vendre. 20 jours déjà qu'est décédée sous les balles Maria Katimole lors du soulèvement des créiseurs à Chipuki dans la commune de Dilala à Kolwezi. Son corps est encore à la morgue de l'hôpital du personnel de Kolwezi et sa famille dénonce la léthargie de la justice. Plus de 3 semaines après la mort de leur fille, les parents de Maria Kati n'ont pas encore enterré leur enfant, décédé tragiquement. Le silence de la justice militaire les inquiète, pourtant saisis depuis le 19 juin dernier, soit 24 heures après l'incident. Nous voulons que justice soit faite, que les responsables de la mort de notre enfant soient déférés devant la justice. Le deuil nous a affectés financièrement, nous sommes obligés de vendre tous nos biens pour tenir. Nous avons déposé une plainte et payé tous les frais de justice. Nous voulons que la justice prenne les choses en main. Il y a eu même une descente sur les lieux de l'incident, mais jusqu'aujourd'hui, rien n'est fait. Les coordonnateurs de la Voix des Sans-Voix, structure de la société civile du Lualaba, Lambert Menda, approché par la famille de la victime, condamne cet état de choses. Donc la police n'est pas là pour tirer sur la population. Nous fustigeons ce énième comportement de la police à pouvoir ôter la vie des gens. Qui avait fait d'abord appel à cette police, qui avait donné l'ordre qu'on puisse se tirer. Alors, en tant que structure, nous demandons que la justice soit faite. Selon un responsable de l'auditorat militaire, la plainte de la famille a bel et bien été enregistrée. En phase préjuridictionnelle, aucun élément de l'enquête ne peut être communiqué, mais quelques indiscrétions affirment l'arrestation de quelques suspects. Ouverture jeudi 5 juillet de l'atelier de formation sur les principes d'Open Data. Cet atelier qui se tient au centre de lecture et d'animation culturelle CLAC a pour objectif principal de contribuer d'ici 2019 à l'amélioration de la productivité et la qualité du service public en République démocratique du Congo. Timothée Prince Odia. Ils sont jeunes fonctionnaires intéressés par la réforme de l'administration publique. Ils sont de la fonction publique, finance, budget, portefeuille et du plan. Ce sont ces ministères pilotes concernés par cette réforme. Une vingtaine suivent cette formation sur Open Data. Pour la première journée, c'est essentiellement ceux de la fonction publique. L'Open Data, c'est quoi? C'est les données ouvertes. C'est juste un mécanisme de gouvernance qui consiste à mettre à la disposition des différents usagers des services publics, les données sur l'administration, les données sur les projets d'investissement qui sont mis en œuvre au niveau de la province, les données sur les budgets des entités territoriales décentralisées. Pourquoi? Tout simplement parce que ces données-là peuvent amener les populations et notamment les organisations de la société civile à avoir suffisamment de l'information sur ce qui est mis en œuvre, sur les programmes qui sont engagés par le gouvernement, aussi bien au niveau central qu'au niveau des provinces. Les mécanismes Open Data entrent dans le cadre de la bonne gouvernance de l'administration publique. Les projets réformes de l'administration publique financés par la Banque mondiale concernent les départs à la retraite des vieux fonctionnaires, mais aussi les rajeunissements de cette administration. Cette dernière prend en compte les programmes jeunes professionnels, mais aussi les processus de la décentralisation. Mais cette fonction publique est à ce jour mal lotie. Elle manque un peu de tout. Or, les mécanismes Open Data utilisent des données, dont des ordinateurs. Nous sommes en train de travailler sans les ordinateurs et même les bureaux
vous n'avez pas parlé, il y a aussi l'insuffisance des bureaux. Et il n'y a pas que ça. Et je venais de parler aussi de la motivation, parce que sans motivation, vous comprendrez que tout travail mérite un salaire. Après la phase théorique, les apprenants seront soumis à la pratique avec les tableaux de suivi des indicateurs de l'administration publique. Il sera mis en place une plateforme Open Data pour évaluer les notions dispensées. C'est ce 6 juillet que la communauté internationale va célébrer la journée dédiée au baiser, le baiser qui est une salutation et un signe d'affection. À quand remontent les derniers baisers que vous avez reçus de vos parents, de votre membre de famille, de votre ami ou amie? Ça daterait assurément. Pourtant, le baiser est un signe attendrissant. C'est juste une salutation, c'est fini. La Bible, elle dit, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Mais cette pratique n'est pas du goût de tout le monde. On invite souvent les Blancs, et nous aussi les Africains, c'est qu'il faut, c'est qu'il faut aussi les Occidentaux. Mais elle n'est pas ici chez nous. Dans l'histoire de nos sociétés, le baiser n'a pas toujours eu la signification que nous lui connaissons aujourd'hui. Dans l'Antiquité, il était avant tout échangé d'homme à homme et constituait une sorte de reconnaissance sociale. Cette journée internationale est née dans les années 90. Et si le baiser a sa journée rien qu'à lui, le 6 juillet, on peut dire qu'il a obtenu au mérite l'affection, la vraie affection. Et puis, affaire Jean-Pierre Bemba, la Cour pénale internationale doit incessamment se prononcer sur la subornation des témoins. L'ancien vice-président de la République démocratique du Congo risque de retourner en prison pour quelque temps. Et sa carrière politique peut encore subir un autre frein. La détention pour le fait de deuxième fait n'a pas duré 10 ans. Je crois que ça doit être 1 ou 2 ans. Donc, s'il est condamné pour ce fait-là au maximum, parce que j'étais en train de suivre au maximum de 5 ans, donc on va y soustraire le temps qu'il a été détenu pour ces faits-là. Et donc, les 10 ans ne comptent pas. C'est possible qu'il rentre en prison s'il est condamné au maximum de la peine. Bref, sur le plan de doctrine, les doctrinaires en droit pénal discutent beaucoup, mais le principe c'est celui-là. S'il n'est pas condamné comme tout citoyen congolais, il peut déposer sa candidature, postuler à la présidence de la République. La loi électorale organise à ce que la personne qui voudrait postuler et qui ne s'est pas fait enrôler, qui a manqué à l'enrôlement pour une ou une autre raison, peut, dans le bureau de réception des candidatures, se faire enrôler et obtenir sa carte d'électeur. Parce que le fait aussi de n'avoir pas vécu les 5 dernières années au pays, ça peut se justifier par le fait, comme on dit, le cas de force majeure, par fait de prince, parce qu'il n'a pas voulu vivre en dehors de son pays pendant 10 ans. Merci de votre fidélité. L'actualité se poursuit sur le www.wangu.info.